Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, alors pour moi, de commencer la saison avec Alain Mabanckou. Alain Mabanckou, dont le nouveau livre s'intitule Ramsès de Paris. C'est publié aux éditions du Seuil. Et évidemment, une fois encore, vous nous emmenez sur des chemins de traverse à la fois géographiques et langagiers. Il va être beaucoup question d'oralité, de langage, de récit, j'allais dire presque de conte, parce que la manière dont on raconte fait le conte d'une certaine manière. Vous nous emmenez à Château-Rouge, mais aussi en passant évidemment par Pointe-Noire, par Grenoble, par la Bretagne, Kinshasa. Mais évidemment, le point d'orgue de ce livre, c'est Château-Rouge, c'est l'endroit où votre personnage principal, un écrivain en devenir, va pousser la porte du Salam Hotel pour aller à la rencontre d'un réceptionniste qui s'appelle en toute simplicité Ramsès. Ramsès, avec lequel il va avoir une étrange conversation. C'est une conversation qui va se transformer en récit, en rêverie, et au final en roman. 55 chapitres. Il y a des secrets derrière ces 55 chapitres. On ne dira pas tout, mais vous direz ce que vous voudrez, Alain Mabanckou, sur ce système, sur cette mécanique du récit. Berardo, je le disais, c'est un écrivain en devenir. Il est venu à Paris rejoindre celui qu'il appelle son grand frère, qui est aussi son mentor, un certain Benoît, qui est lui parti en premier à Paris avec des rêves plein la tête, aspirant musicien, chanteur, avec des rêves très contrariés. Et puis il va se passer plein de choses à Montrouge, plein de choses, des histoires d'amour, des conflits, des rencontres extraordinaires. Je disais, et là je vous donne la parole, Alain Mabanckou, est-ce que je peux me permettre de supposer que le point de départ de ce livre, plus qu'une histoire, c'est d'abord une histoire de langage? Merci de me recevoir ici. J'ai toujours un plaisir immense de revenir à la Maison de la Poésie. Et en écrivant justement ce livre, Ramsès de Paris, je reste fidèle à la tradition du conte. Je raconte toujours mes histoires avec une sorte de légèreté humoristique, mais aussi teintée de quelques fêlures, parce qu'à l'intérieur de ce livre, c'est aussi une sorte d'inventaire de la plupart de ces petites communautés qui forment en général une vie en France, mais c'est une sorte de France qui est en quelque sorte marginalisée. Et comme elle est marginalisée, eh bien, cette communauté va former son langage, sa façon de se comporter, sa façon d'aller à la rencontre d'autres cultures. Le personnage que vous avez souligné ici, Berardo, prince de Zamunda, et l'avantage, c'est que c'est peut-être la première fois ici, à la Maison de la Poésie, qu'on va voir le personnage principal d'un livre qui est aussi dans la salle, ici avec vous, parce que c'est lui, Berardo, prince de Zamunda. Il peut se lever. Viens. Berardo, prince de Zamunda. Voilà. Donc, juste c'était pour que vous le voyez, c'est lui qui m'a inspiré ce roman. Il est très bien, tout en Pierre Balmain. Donc voilà. Donc Berardo, merci beaucoup. Descends, il ne faut pas tomber parce que le roman n'a pas fini d'être promu. Donc, c'est né dans ce sens. Lui et moi, on parle beaucoup en lingala. Le lingala, c'est une langue imagée. Et en général, la plupart de mes romans ont en arrière-plan peut-être les secousses stylistiques même de nos langues africaines. On ne peut pas s'imaginer la bataille qu'il y a à l'intérieur d'un écrivain venant de l'espace francophone qui parle peut-être plus de 10 à 15 langues ethnique là-bas et qui doit écrire en français et gérer l'impolitesse des petites langues qui sont autour. Parce que chaque langue va dire, ben oui, il faut m'amener en France, toi non. Et donc il y a une certaine jubilation pour écrire dans ce sens et j'ai essayé de mettre ça dans ce livre. Et puis j'imagine que toutes ces langues viennent aussi triturer votre imaginaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas
traduire à proprement parler, il y a le fameux mot manquant. Il y a des mots qui vous viennent dans une langue et il faut trouver des petits arrangements avec la langue française pour pouvoir transmettre cette sensation ou cette image qu'évoque une autre langue. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Là où parfois la critique littéraire va voir le côté savoureux, etc., ce sont nos langues qui sont en train de parler à l'intérieur de la langue française. Et donc, ces cultures-là vont fusionner et donner une autre forme de langue. Et moi, ce que je voulais dans ce livre, c'est de montrer aussi qu'en dehors de cette sorte de croisement linguistique, il y a aussi le croisement des cultures. Comment, par exemple, les Africains qui vivent à Château d'Eau ou Château Rouge, que dans ce livre, on appelle le royaume de Zamunda, dont le prince est là, comment ils font pour exister, comment ils font pour coopérer à travers leurs difficultés, parce qu'ils ont leurs institutions, ils ont leurs codes, ils ont leur langage, ils ont leurs conflits, mais ils ont aussi des amours, des passions. Et ici, il s'agit de cette grande passion qui va lier d'abord Berado avec son mentor Benoît, et puis quand ils arrivent à Paris, Berado avec Maman Mouchama qui tient un bon restaurant, et c'est pratiquement à l'intérieur de ces restaurants, mais surtout vers l'hôtel Salam, dans le 11e, quelque part là-bas, ne donnez pas le numéro. Et c'est dans cet hôtel que ça va se passer. Quand je voyais cet hôtel, je pensais à Pérec. On dirait des gens qui sont dans un immeuble et tout doit se passer à l'intérieur. Donc je peux en quelque sorte dire que c'est une sorte de modification tropicale. Voilà. Alors, on a parlé des mots, je parlais du mot manquant tout à l'heure, mais qui dit langage dit aussi manière de raconter. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va se passer dans ce texte, l'imbrication des récits des uns et des autres. On ne dit pas alors tu sais pas ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé, l'autre lui dit ah oui t'es arrivé ça. Non, on va dire tu sais pas ce qui m'est arrivé, mais avant de te le dire, il faut que je te raconte ce qui m'était arrivé il y a 20 ans. Et c'est les 1001 nuits. Voilà. Et donc Ramsès, le fameux Ramsès, réceptionniste, sorte d'agent secret des communautés d'une certaine manière, a lui aussi son histoire. Lui il est égyptien, il va raconter aussi sa propre histoire, ses propres peut-être regrets aussi, ses propres passions, comme si on ne pouvait pas échanger sans d'abord avoir partagé une forme d'intimité. Oui, l'intimité, c'est difficile justement à établir. Et il y a toujours la loi du secret. Le roman aussi est fondé sur cette loi du secret. Quand tu vas quelque part, quand tu fais quelque chose contre la communauté, il y a une sorte de rachat auquel il faut se soumettre. C'est-à-dire que vous venez de transgresser cet ordre qui se trouve dans ce milieu. C'est un monde avec ces codes et les transgressions sont souvent difficiles à pardonner. Et c'est pour cela que la plus grande transgression qu'on a, par exemple, c'est de poser ses yeux sur la femme d'un grand frère. Ah là, il y aura une saison de machettes. On va on va se découper à la tronçonneuse, c'est possible. Alors, le point de départ, moi je disais c'est le langage parce qu'évidemment c'est ce qui m'a immédiatement frappé. On a vu notre personnage favori, mais qu'est-ce qui déclenche l'envie de raconter cette histoire justement? Est-ce que c'est l'envie de raconter ce que vous disiez tout à l'heure, les communautés, la manière dont on vit, cette vie parallèle, pour ne pas dire marginale, mais parallèle, parce que c'est un monde parallèle qui se crée dans lequel vous nous embarquez en nous disant il est là, il existe et il a son langage, il a sa vie. Ou est-ce que c'est l'histoire, l'intrigue en elle-même? Ouais, je pense que c'est aussi le fait que j'ai beaucoup fait de l'immersion dans ce milieu, que ce soit le monde musical, que ce soit le milieu de Château Rouge. Je vais toujours là-bas. Je dois être peut-être le seul écrivain francophone qui est toujours fourré, comme on dit, à Château Rouge, à traîner. J'ai même un petit studio là-bas. Donc, comme on dit, je connais la bête.
Je sais lorsqu'elle respire. Je sais lorsqu'elle est ligotée par le désespoir. Et donc, cette bête-là, je dois la contenir et lui donner l'apparence d'un chien très gentil. Et c'est pour cela que quand je décris une scène, par exemple les premières scènes du roman où on voit un couple de Congolais, il y a un bien sapeur qui arrive, tout avec une femme, et puis vous avez Berado qui marche du côté, et là ils se retournent, ils disent mais c'est Berado, le prince des Amonda. Un autre qui dit non, c'est Benoît, son grand frère. Donc il y a une confusion. C'est un livre de confusion d'identité, de confusion des récits et peut-être aussi de confusion de monde. Voilà. Il y a aussi un triangle amoureux. Puisqu'on parle de confusion. C'est une histoire d'amour. Quand vous avez dans ces triangles, vous avez Benoît, vous avez Berado, vous avez au milieu Mama Mouchama, la Congolaise, puis Lilouen, la Bretonne. Alors, ça, voilà. Donc, parce que vous pensiez que vous seriez épargné. Non, on est dedans. Ah non, c'est pour ça que j'avais aimé la formule d'Ali Badou à France Inter lorsqu'il avait dit que c'est un livre-monde. C'est le monde qui est à l'intérieur. On pense aller à Château-Rouge, à Château-d'Eau, dans ce royaume des Amonda, mais on va aussi aller à Grenoble, on va aller du côté de Nantes, on va aller du côté de la Bretagne, jusque même dans des contrées comme le Canada, où se trouve cette immigration haïtienne, parce que lui, le gérant de l'hôtel Salam, Ramsès, mais lui, c'est un Égyptien qui est venu faire des études en France, mais malheureusement, de l'autre côté, son oncle qui est opposant a fait qu'il ne pouvait plus rentrer. Donc toute la famille était éparpillée. Ramsès est resté à Paris, sa sœur habite au Canada, mais ils ne se parlent pas parce qu'il y a des querelles familiales. Donc c'est aussi, pour moi, une expérience de voir que comment un subsaharien, c'est-à-dire quelqu'un de l'Afrique noire, peut camper aussi un personnage important, mais du Maghreb, et passer à l'intérieur. Et ce goût même du Maghreb m'a été donné par le premier prix Nobel africain, l'Égyptien Naguib Mahfouz, qui ouvre d'ailleurs même le livre, puisque dès les premières pages, Ramsès s'excite. Pour lui, Mahfouz, c'est le plus grand écrivain, c'est pas possible, il y a un complot international. Mais il a déjà eu le Nobel, quel complot international? Voilà. Alors, sur la question de la manière dont ils vont se raconter leurs histoires, je disais tout à l'heure que chacun va raconter sa propre histoire. En fait, ce n'est pas juste une coquetterie littéraire. C'est aussi parce que tout ce qui leur arrive en France est impacté par tout ce qu'ils drainent derrière eux d'histoire familiale. C'est important parce que vous évoquez Ramsès et sa famille, mais c'est la même chose pour Berado, c'est la même chose pour Benoît, qui ont laissé derrière eux des parents, une famille, et tout ça va influer aussi sur leurs relations. On n'est jamais vraiment parti. On n'est jamais vraiment parti. C'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine, peut-être... j'allais dire parallélisme dans les itinéraires des émigrés. Les immigrés sont comme des gens qui viennent dans un pays, ils sont venus avec une parcelle de leur culture et ils arrivent, c'est comment composer avec la culture qu'ils vont trouver sur place. Mais lorsque la question même de les intégrer dans la culture sur place ne se pose plus, à ce moment-là, ils créent eux-mêmes une autre culture. L'Afrique que vous voyez à Château-Rouge, à Château-d'Eau, partout, c'est une réinvention de l'Afrique mère. On a l'impression, c'est le seul endroit à Paris où lorsque j'y vais, j'ai l'impression, je me dis, je sors de la France. Et quand j'arrive à l'intérieur, je dis, je suis chez moi. Pour moi, Château-Rouge représente comme une grande ambassade plénipotentiaire et on ne peut rien faire, même Macron ne peut pas venir dedans. Voilà. Et à la fois, je vous entendais dire les immigrés comme si finalement c'était une entité entière. En réalité, oui. C'est fait de plusieurs matériaux, d'histoires différentes, d'histoires, je veux dire, avec un grand H, de petites histoires aussi au sens intime. Et les communautés se côtoient parce qu'elles ont quelques affinités, mais ça ne veut pas dire qu'elles s'entendent forcément. Il y a des différences, il y a aussi la nécessité de réinventer aussi une harmonie au sein de cette communauté. C'est pour cela que je voulais
faire une sorte de regard un peu global, synoptique sur ce qui est là. Parce que même auprès des Africains, ils ont toujours pris le royaume de Zamunda, c'est-à-dire Château Rouge, Château d'Eau. Ils ont souvent pris ce royaume comme étant une sorte de territoire qui n'appartenait qu'aux Africains subsahariens. Mais quand on va là-bas, finalement, vous allez voir les épiceries, les tabacs sont vraiment gérés et sont les propriétés des Pakistanais, d'autres Asiatiques. Donc, ils se mêlent dans une sorte de tour de Babel. Et quand on n'est jamais allé là-bas, on ne peut pas comprendre le désespoir de ces personnes. Parfois, il y en a qui ont fait des études, mais ils n'ont pas pu aller loin parce qu'il fallait avoir la nationalité pour faire tel concours ou tel concours. D'autres parce qu'ils ont été boutés dehors par une femme, qu'elle soit française ou qu'elle soit même congolaise, parce que les Françaises n'ont pas le monopole de bouter les gens dehors. Hein. Donc, les Congolais aussi ont appris le mode d'emploi. Donc, ça arrive que ça se passe ainsi. Et c'est pour ça qu'il y a même, quand il y a un problème dans cette communauté, ça se règle de manière violente. Et c'est cette violence-là que je regardais, que je cherchais à voir, je comprendre comment Berardo avait pu surmonter tout ce bruit, toute cette fureur pour devenir peu à peu quelqu'un qui cherche à être un grand écrivain au sortir de la prison. Et dans la prison, il va essayer désormais de lire tout ce qu'on lui avait donné et peut-être dans l'espoir d'écrire son propre livre qui s'intitulerait « Ramsès de Paris ». Et il est là. Alors, justement, avant de parler de Berardo, parlons un peu de Benoît, justement, son grand frère, son mentor. Il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là, mais Benoît, il a des rêves aussi. Je disais tout à l'heure, musicien, chanteur contrarié, il a de grands rêves. Et il est celui aussi pour lequel les autres ont des grands rêves et se disent, Berardo évidemment le premier, il va tracer la route. Il y a aussi ce poids de celui qui doit tracer la route et comment on admet ou pas un potentiel échec, le fait d'avoir dû mettre ses rêves de côté. C'est quoi qui est-il ce Benoît finalement? Alors Benoît, c'est quelqu'un qui a, comme dirait Balzac, des illusions perdues. C'est quelqu'un qui veut devenir un musicien. Donc, au Congo, il a son orchestre, un petit orchestre. Il fait des concerts à gauche et à droite. Et puis un jour, il entend que Koffi Olomide, qui est une des grandes stars de la rumba congolaise, va venir jouer dans sa ville à Pointe-Noire. Et à ce moment-là, Benoît dit moi, il faut que je fasse la première partie. Donc, il va se préparer pour cela, pour faire la première partie. Mais malheureusement, c'est là que commenceront ces problèmes, puisque tout le long du livre, c'est comment un artiste peut quitter depuis le pays, aller rechercher quelque chose à Kinshasa, ne pas trouver, se dire qu'on ne peut être épanoui dans la musique en venant vers la France. C'est pour ça que il y a un chapitre, le chapitre sur la musique s'appelle « Tous les matins du monde » parce que je suis un fanatique de Quignard. Et « Tous les matins du monde », il a donné Marin des noms à tout le monde. C'est un orchestre qui est là et qui donne la possibilité à tout le monde de devenir quelqu'un. Mais il faut rentrer chez Koffi Olomide. Il n'a pas pu. Et lorsqu'il vient en France, il comprend que ce n'est pas facile de devenir musicien. Eh bien, il décide de jouer à Châtelet-Les devant les gens qui passent jusqu'à ce que... C'est ça, c'est qu'en fait, il n'obtiendra pas ce rêve-là, mais parfois, il y a des rêves auxquels on ne s'attend pas, qui deviennent réalité parce qu'on a poursuivi un autre rêve. Oui, dans notre monde, on ne court pas le risque de ne poursuivre qu'un seul rêve. Parce que on essaie d'attraper deux oiseaux d'un seul jet. Donc, l'immigré, c'est quelqu'un qui a plusieurs rêves. Et dans ses rêves, il sait dans quel pays il peut aller les héberger. Mais c'est la réalité sur le terrain qui fera qu'il faudra qu'il comprenne que pour mieux réussir, il faut danser
au même rythme que les gens qui vous ont accueillis. Alors, évidemment, avec vous, la question vestimentaire n'est jamais loin. Même si ce n'est pas le cœur du sujet, je ne résiste pas au besoin d'en parler parce que Benoît, pour survivre, il va quand même, comme par hasard, faire un métier qui est lié avec les vêtements. Oui. Pourquoi c'est aussi important ? Mais parce que c'est l'une des activités les plus prisées du royaume de Zamunda. C'est-à-dire que dans le royaume de Zamunda, l'esthétique est importante, le choix est important, la griffe, voilà. On ne parle pas de la même manière avec celui qui est habillé tout en balmain qu'avec celui qui est habillé, je ne sais pas, avec C&A ou Benetton. Donc ce n'est pas forcément la même. Le royaume des Zamunda, c'est le royaume de la beauté, de l'esthétique, que ce soit des femmes. C'est pour ça, dans le premier chapitre, vous voyez, Berado est tellement fâché que quand il voit la femme de Norbert qui arrive, il dit, mais il ressemble pratiquement à un homme, il porte les mêmes westerns carrés, le pantalon les mêmes, etc., etc. Mais c'est un code du royaume dans ce sens. Alors, on n'arrête pas de dire le royaume de Zamunda. J'espère que tout le monde a vu Un prince à New York. C'est Chapeau Rouge. C'est Chapeau Rouge. Ah oui, il faut qu'on explique. Quand même, il faut expliquer, parce que Un prince à New York, c'est, pour ceux qui ont vu les films des années 80, c'est un incontournable, mais il y a quand même tout un chapitre dessus. Disons que ce qui m'avait fasciné sur le surnom le prince de Zamunda, c'est parce qu'il y a ce film dans lequel Eddie Murphy joue, Un prince à New York. Pour les Anglais, c'est Coming to America. Donc, Eddie Murphy, c'était le prince, et puis ses parents, la reine et le roi, lui ont trouvé une femme pour continuer la dynastie. Mais le jeune homme trouvait que la femme était trop obéissante parce qu'il y a des scènes cocasses. Il lui dit d'aboyer, il aboie, il dit marcher par terre, il fait toutes ces gymnastiques. Et puis il dit non, moi je vais trouver une femme autonome, indépendante, qui n'obéit pas comme si il était un chien de Pavlov. Moi je veux une femme vraiment que je choisirais. Et pour cela, il s'est dit non, je vais me déguiser en petit clochard ou quoi, et puis je vais aux États-Unis pour trouver une femme. À Queens, quand même. À Queens, dans le quartier de Queens. Et c'est là qu'elle trouve justement cette femme un peu plus tard. Et ce film est souvent regardé dans la communauté. On regarde à tout moment. Et je pense que le Berado Prince de Zamunda tient aussi l'origine par la fascination que Berado avait pour ce film. Et pour moi aussi, le fait que c'était pour moi la première fois que je voyais un peu comment les Noirs américains se mettaient dans la peau des Noirs africains pour jouer les Africains. Et ça, c'est la chose la plus délicate. Hein. Moi, je préfère même qu'on... Mais ça, là, donc, on dit un Noir américain, donc il prend un accent forcément exagéré. Et donc, moi, je me suis dit, le prince de Zamunda aussi, il a sa manière. Dans les amours, il a sa manière. Il est quelqu'un qui est préoccupé par l'écriture. Mais au fur et à mesure, il y a quand même une certaine attraction qui va venir brouiller la carte. Alors, le prince... Eddie Murphy cherche une femme qui pense par elle-même. Il ne va pas être déçu du voyage, mais ça va être pareil pour Benoît et pour Berado. Ils vont tomber sur des femmes qui pensent par elles-mêmes. Bien sûr, ils vont tomber sur des femmes qui pensent par elles-mêmes, mais aussi on sent la proximité, le côté où on sent que Berado est très lié à Benoît, et Benoît est très lié à Mama Mouchama, donc la femme du restaurant Manioc Pays. Et puis quand Lilouen, la bretonne, vient s'intercaler à l'intérieur, ça devient invivable dans le sens où qu'est-ce qui va se passer pour Benoît qui va avec Lilouen, mais veut quand même aussi garder comme roue de secours Mama Mouchama parce qu'on ne sait jamais. Et entre-temps, il y a Benoît qui est là, qui est bien avec les deux femmes. Donc, vous voyez, donc c'est cette sorte de vaudeville amoureux qui se trouve à l'intérieur. Et simultanément, vous disiez c'est une histoire d'amour, mais pas seulement au sens amoureux du terme, c'est une histoire d'amour aussi fraternelle. C'est l'histoire d'amour entre deux hommes qui comptent l'un sur l'autre, même s'il y a des trahisons, même s'il y a des erreurs qui sont faites. C'est aussi les liens qu'on garde pour peut-être garder le lien avec son histoire, avec sa famille. Il y a ça aussi qui est très très fort entre Benoît et Berado. C'est que le lien qu'il y a entre eux, c'est aussi le lien avec le Congo.
le Congo n'a jamais échappé à ce petit monde qui se trouve là. On vit toujours en se disant que vont penser ceux qui sont au pays. On vit toujours en se disant quand je vais rentrer, ça va être la totale. Et donc on a toujours dans les pèlerinages que nous faisons de notre exil, on a toujours dans la gibecière une somme de nostalgie qu'on a gardée, des éléments qui nous font penser au pays. Ça se met à travers la cuisine. Vous voyez, je parle beaucoup de cuisine à l'intérieur, des préparations, comment on prépare les malangwa, qui est le poisson très, je ne sais pas, ça c'est de la recherche qui peut expliquer ça. Mais je pense que si on enlève la cuisine, on enlève la façon de les us et coutumes qu'on a ramenés là, eh bien, ce royaume de Château-Rouge, de Zamunda, ne serait plus le même. Puis on se retrouve au restaurant. Les restaurants sont des lieux aussi de retrouvailles très importants. Oui, et c'est pour ça même que je pense que la scène centrale entre nos protagonistes, Maman Mouchama, Benoît, Lilwen, Berado, ça se passe dans le restaurant Manioc Pays. Mais pour décrire un restaurant, voilà, je vais un peu regarder quel est le restaurant qui peut être beau, tout ça là. Chez Barbine, c'est très bien. Mais bon, le Barbine a un nom qui est peut-être protégé. On donne ça Manioc Pays parce que Maman Mouchama est la seule à vendre le vrai manioc qui vient du pays parce qu'elle pense que le manioc que vendent les Chinois, c'est travaillé dans les sous-sols quelque part là-bas du côté de la Courneuve. On ne sait pas ce qu'on met à l'intérieur et la pâte en question n'a pas la même élasticité. Et donc, c'est aussi la confrontation de cultures. Comment faire pour rester toujours dans le continent tout en étant ailleurs, de se dire que même lorsqu'on est en train de manger, je ne sais pas, un steak ou quelque chose de veau, et vous vous dites que peut-être que c'est de la chair d'antilope ou du porc-épic, etc. C'est ça. Ça se vend, hein, le porc-épic dans le royaume là-bas. Le porc-épic, comment on appelle même les chenilles, et toutes les... Bon, sauf maintenant les animaux protégés. Hein. Mais la question aussi du souvenir, elle est très importante parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, en ce qui concerne les deux personnages, d'aller au Congo comme on en a envie. Ça coûte cher, le voyage. Or, il y a des gens de la famille qui meurent. On ne peut pas être là pour l'enterrement. Et donc, là, la communauté se resserre. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, parce que c'est pas toujours ce que veut Berado, mais quand même. Mais il y a une solidarité extraordinaire dans le milieu. C'est-à-dire que quand vous perdez quelqu'un, vous n'êtes pas seul. C'est la différence avec le monde occidental. Le malheur, quelqu'un meurt dans l'immeuble, on n'est même pas au courant. Mais nous, si quelqu'un meurt dans une parcelle, il faut que tous les quartiers soient secoués de fond en comble. Comment vous pouvez regarder un match de football, la France contre le Congo, alors que j'ai perdu mon neveu? Donc, il faut tout arrêter et puis se consacrer uniquement à cela. Mais c'est aussi le moment où vous avez les plus fortunés de la communauté qui viennent montrer comment ils sont capables d'assurer les funérailles. D'où la présence de ces personnages à l'intérieur qui s'appelle le commandant Cousteau. Alors, commandant Cousteau, voilà, est très connu des Français, etc. Mais lui, c'est le commandant Cousteau de notre milieu. Et il a sa femme aussi qui est là, Toutou Ngoyi. Donc, c'est eux, dans le roman, ils viennent toujours avec des grosses enveloppes pour dire que si on enterrait tout cela, c'est parce que nous avons déposé là. Et quand il pose le sac bourré d'argent, tout le monde va savoir est-ce que le commandant Cousteau a donné plus que dans le deuil qui était de l'autre côté. Donc on essaie de compter, oh c'est bon, le compte est bon, on peut enterrer. Voilà. Il est question du lièvre et de la tortue dans ce livre. Évidemment, ça me ramène un petit peu à ce qu'on disait au début, mais j'aimerais quand même qu'on dise pourquoi cette fable, et c'est important, elle revient, je crois, à 2 reprises. Il est question notamment de la mère de Berado qui lui parle, je ne dis pas de bêtises, c'est la mère de Berado qui lui parle du lièvre et de la tortue. C'est une manière de raconter aussi que ce n'est pas celui qui va le plus vite qui va arrive à destination, et c'est un peu l'histoire d'un écrivain. C'est un peu l'histoire d'un écrivain, et puis c'est aussi mon inclination
pour les formules, pour les proverbes, pour la sagesse africaine. Donc, je les imbrique toujours à l'intérieur. Sans compter aussi qu'on voit que, par exemple, le père de Benoît ne s'exprime que par des expressions latines. Il veut parler de l'étymologie, il veut parler de comment ça se passe. Il y a aussi ici une bataille de la langue qui se trouve. Et des chapitres entiers, rien qu'avec des proverbes aussi. Il fait un chapitre entier, rien que par de proverbes, de proverbes, et à la fin, personne n'a compris. Voilà. Et puis, Berardo, on a dit qu'il veut devenir écrivain. Pourquoi est-ce que Berardo veut devenir écrivain? Qu'est-ce qui l'anime? Mais parce que dans son âme, c'est un artiste à sa manière. Et un artiste à sa manière, c'est quelqu'un qui sait écouter les angoisses et dominer l'enthousiasme pour travailler dans la sérénité. Et lui, il veut devenir écrivain aussi parce qu'il est porté par quelque chose. Il était venu pour faire des études, après, c'est mieux de rester dans le royaume, etc. Il veut témoigner quelque chose, il veut dire quelque chose. Et peut-être qu'il est devenu presque écrivain parce que Ramsès, le réceptionniste, l'a poussé à la tâche. Et il a dit, maintenant, regarde les Mahfouz, il a fait ça, regarde Victor Hugo, ça, ce poème, tu peux, c'est ça. Donc il y a une sorte il parle de la littérature avec, comme on parle vraiment des dernières BMW qui viennent de sortir. Hein. Oui, mais l'autre, il avait des jantes dorées, celui-là, il y a un peu de diamant. Donc il y a cette sorte de fascination qu'il a pour la création. Mais alors que d'une certaine manière, Ramsès va, tout en montrant le caractère important et j'allais dire presque sacré de la littérature, et simultanément, il va le désacraliser pour l'autoriser en quelque sorte Berardo à s'y attaquer. Oui, c'est peut-être... C'est pour ça que le début, même dès la première page, hein, on le voit directement, les conseils, comment Ramsès est en train de parler à Berardo et comment il va lui remettre, voilà, je pense, voilà. Donc c'est ce chapitre qui est intitulé « Les pieds nickelés ». Alors, ben non, c'est pas ici. Hein. Ben quand même, je connais mon livre, hein. Et je parie que vous l'avez même écrit. Ben oui, quand même, je connais mon livre. Voilà, les pieds. Ben voilà. J'ai pas mes lunettes. Voilà. Lorsque je m'étais retrouvé en face de Ramsès, ça c'est Berardo qui parle. Lorsque je m'étais retrouvé en face de Ramsès, je m'étais dit aussitôt qu'il sortait tout droit des aventures des pieds nickelés. Il avait le nez de croquignol, la barbe de ribouldingue. Et quand il m'avait révélé plus tard ne pas être myope des deux yeux, mais d'un seul, il m'avait alors fait penser au troisième personnage, Philochard, qui contemplait également les prodiges de la terre à travers un œil unique. Il m'était aussi revenu à l'esprit que Croquignol, Ribouldingue et Philochard étaient une bande d'aigrefins, d'escrocs, d'arnaqueurs, de flatteurs. Et si j'avais apprécié leurs péripéties dans les pieds nickelés et le raid Paris-Tombouctou, c'était parce que les trois compères avaient débarqué sur notre continent avec leur manie douteuse, appâtés par le million de francs que proposait un mania du spaghetti, un certain Renato Losace, qui envisageait d'étendre la promotion de ses pâtes jusqu'à chez nous. Et c'était grâce à cette audition africaine, Odyssée africaine... Qu'est-ce que c'est que ça, cette page? Ton livre, là, il a sauté une page. Et c'est grâce... Oh là là, j'aurais dû écrire mon livre. Hein. Voilà. Alors donc, ben voilà, il ne faut pas coller mes pages, hein, même si c'est ton livre. Et c'était grâce à cette Odyssée africaine que pendant mon adolescence, j'avais découvert combien les Européens étaient friands des courses d'automobile entre Paris et Dakar. Ces épreuves se terminaient parfois en catastrophe, comme pour ce musicien dont le nom ne m'était pas revenu sur les champs, même si je savais au moins qu'il avait interprété d'une voix mélancolique le désespoir d'un chanteur prénommé Henri. Ce dernier voulait réussir sa vie, être aimé, être beau, être intelligent, gagner de l'argent, mais devait bosser à plein temps, cesser de se produire devant ses propres copains. Et là, cet interprète avait trouvé la mort au cours d'un accident d'hélicoptère. Voilà. C'est comme ça que Berardo va parler dans une sorte de rap, mais avec l'arrière-plan du conte congolais.
Et du récit de Ramsès aussi, parallèlement, qui va lui-même raconter sa propre histoire, qui va lui servir un thé. Il y a des moments où on navigue entre rêve et réalité. On ne sait plus trop. À un moment, Berardo somnole. Il y a quelqu'un qui arrive dans l'hôtel. Et tout d'un coup, on se croirait presque dans un film un peu à la David Lynch, où on ne sait plus trop si les personnages sont apparus par magie, s'ils sont vraiment là ou pas. Voilà. Je pense qu'on part de la réalité presque vers le mystère. Quand Berardo vient voir Ramsès, il a quelque chose de très important à dire. Il a quelque chose de très grave qui s'est passé dans la communauté, de très, très, très grave. La seule personne qui peut sauver Berardo, c'est Ramsès, l'Égyptien. Mais quand il va voir Ramsès, est-ce que Ramsès est aussi innocent dans cette affaire? Est-ce que... Et donc, quand il s'assoit et qu'ils sont en train de discuter, raconte-moi, il boit. Chaque fois, il lui sert le thé sri-lankais, parler de ce thé, etc. Et quand quelqu'un va venir, Ramsès va se retirer, il va rester tout seul, il laisse les autres là-bas, mais finalement, on dirait qu'il est dans une certaine somnolence. Et c'est à partir de là qu'il y a le dénouement, justement, de l'intrigue jusqu'à la chute. Je me demandais, en vous écoutant, Alain, par rapport aux aspirations de Berardo, notamment d'écrivain, à quel point il y a quelque chose de vous dans vos personnages, à quel point vous avez mis vos propres rêves, peut-être aussi des illusions à une autre époque, à l'intérieur de ce livre. Moi, je pense que l'auteur est toujours derrière chaque personnage. Les plus beaux, les plus sages, les plus crapuleux, les plus infréquentables. Chaque personnage que j'ai créé, je le crée avec le même amour que si j'avais raconté ma vie à la première personne et que c'était moi. Moi, je sais souvent que lorsque je commence à aimer un personnage, il faut que je freine parce que je risque de tout lui donner et il risque de gêner aussi le personnage principal qui est à côté. Donc, l'écrivain est quelqu'un qui a une balance Roberval. Il faut qu'il sache parce que quand ça pèse trop d'un côté, ce n'est plus bon. Et donc, ici aussi, c'est cette sorte de mesure. Quand je veux donner à un personnage un destin, une histoire, un passé, je fouille dans la multitude des histoires du passé que j'ai, de la famille, des amis, etc., etc. Et il y a une certaine proximité, identité qui va se faire. Et c'est peut-être aussi cela le secret du roman. Tous les personnages sont ici essentiels, même la petite Ivoirienne, la vendeuse là, quand Berardo va passer pour acheter son rasoir et qui veut lui vendre aussi des poils pour tirer des pinces pour tirer le poil du nez, il dit mais quand même, je suis venu. La Naomi Campbell de Château-Rouge. Voilà, c'est la Naomi Campbell de Château-Rouge. Oui, mais je vais insister un petit peu sur ma question parce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est le Alain Mabanckou qui, au moment où vous commencez à envisager d'écrire, est-ce que à cette époque-là, vous avez les questionnements qui sont ceux d'un Berardo, par exemple? Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a toujours des doutes. Parce que lorsqu'on commence à écrire, moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais même pas que c'était une activité. Pour moi, on dirait que je me faisais plaisir et que les vrais écrivains, ils étaient morts. Et ils étaient blancs et un peu plus âgés que mon père. C'est ça j'ai pensé, puisqu'on les avait dans la gare des Michards. J'avais beau fouiller, il n'y avait pas un noir dedans. Je dis, les écrivains sont blancs. Donc, à ce moment-là, la preuve aussi, quand on allait dans les bibliothèques, tout ça là, pour lire, mais on lisait les mêmes livres. On lisait les mêmes livres, Les Petits Princes, La Peste, L'Étranger, voilà, les œuvres de Balzac. Ça nous donnait déjà une sorte d'universalité de la littérature. Une littérature européenne qui a atterri en Afrique, mais les Africains le lisent et commencent à s'habituer à ces personnages, commencent à imaginer l'Occident à travers cela. Donc, c'est des questionnements qui, plus tard, viennent aider le créateur vraiment francophone. Parce que quand je suis arrivé en France, sachant que j'étais entré dans les cultures françaises à travers les livres, j'ai nagé comme un poisson dans l'eau
pour reprendre la formule de Bernard Comment. Donc j'ai nagé très bien à l'intérieur de ces questionnements, et peut-être que même que le narrateur ici était comme moi au moment où je voulais devenir un écrivain. Je traînais toujours au Salon du Livre de Paris, j'étais étudiant en Dauphine, je voyais les écrivains passer, le menton bien levé, je voulais une dédicace, mais on vous regardait à peine, et puis j'allais m'asseoir quelque part, je regarde, tiens, il y a un écrivain noir, c'est Dany Laferrière, je vais lui dire, lui au moins il va me parler. Ça, nous sommes dans les années 90, je ne connais même pas Laferrière, tout. Il est passé chez Pivot, il a écrit Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, tout le monde fait Alléluia à tout, et je vois, il anime, et puis moi je vais là-bas, je dis, bon, ben, grand frère, comment ça se passe? Il dit, oh, mais tu es d'où? Je dis, du Congo. Oh, Congolais, assois-toi là. Donc il me fait asseoir, il dit, mais alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais j'ai publié un petit recueil de poèmes et je sors 5 exemplaires. Et en plus, c'était des trucs de 40 pages à compte d'auteur, quoi. Et il voit ça comme ça, il dit, bon, pose ça là, on ne sait jamais. Et puis les gens venaient, tout ça là, et lui, voilà, au bout d'un moment, il dit, mais prenez la poésie, ce jeune homme-là, tout ça là, rien, prenez rien. Et je suis retourné avec mes 5 exemplaires. Et j'étais tellement frustré, quand on marchait avec Laferrière, je lui dis, ces gens-là, ils étaient en train de passer devant moi, ils ne savent pas qu'ils seront un jour mes lecteurs. Et c'était cette phrase qui était restée. Alors non seulement ils sont vos lecteurs, mais puisque vous parlez de poésie, ils ne savaient pas qu'un jour vous serez vous-même éditeur de poésie. Ah ben voilà, c'est pour ça aujourd'hui j'édite, il ne faut pas dire trop éditeur de poésie, parce qu'il y a des poètes dans la salle. Hein. Ah ouais, okay. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que j'ai toujours voulu sauver la poésie, en faisant qu'elle soit éditée chez Point Poésie, mais aussi en n'oubliant pas la narration poétique. Quand vous faites des pages dans la cocasserie, dans l'humour, arrive un moment de passion, d'angoisse, où on sent vraiment que chez moi ressort le vétéran poète. Là, je commence à me rappeler la guerre de Vietnam, de la poésie que j'avais faite à l'époque, et puis ça ressurgit à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a même à l'intérieur parfois des poèmes, des passages qui sont mis. Si on part du principe que chaque lecture de chaque nouveau livre qu'on prend entre nos mains est presque l'apprentissage d'un nouveau langage, toujours dans la même langue, mais un nouveau langage. On parlait de la force du langage dans Ramsès de Paris, de l'oralité extrêmement présente. Est-ce que vous pourriez dire que finalement, se plonger dans un livre comme celui-ci, vous avez évoqué Dany Laferrière, il y en a plein d'autres, c'est aussi une manière de se glisser par le langage dans la peau de quelqu'un qui porte avec lui un univers, et peut-être, alors je suis peut-être un peu angélique ou idéologue, mais que peut-être c'est le biais qui serait intéressant pour créer une sorte de conversation beaucoup plus fructueuse, comprendre la manière dont fonctionne littérairement l'altérité. Le livre est ce roman est en quelque sorte un chant justement à l'altérité. Ça montre comment, même dans la disparité des cultures, dans cette sorte de multitude de cultures, il y a toujours quelque part où on peut avoir un point d'intersection, un rond-point où les gens vont avoir un langage, de se dire, écoutez, nous sommes tous dans ce même bateau, on ne peut pas rester enfermés. D'un côté, il faut comprendre leur société et ramener cette société à l'intérieur de la nôtre pour que nous puissions avoir des relations, même saines. Mais comme dans toute société, vous avez toujours des tendances plus dures et des tendances modérées et les autres très, très modérées. Et en général, j'ai beaucoup plus l'impression que dans les regards qu'on a portés dans les romans aujourd'hui sur l'immigration, on n'a jamais beaucoup insisté sur la cacophonie qui s'est passée à l'intérieur des immigrés eux-mêmes, mais on pense toujours à la cacophonie qui existe entre les immigrés et ceux qui prônent pas d'immigrés, etc., etc. C'est très important de comprendre, par exemple, que la marginalisation et même cette sorte de, entre guillemets, racisme interne qui existe aussi chez les Blancs. Parce que nous, quand j'étais étudiante, j'étais fasciné par les rousses. Je ne sais pas pourquoi.
Je suis arrivé à Nantes, j'ai vu une rousse, là, j'ai dit, ah, j'ai dit, bon, il y a une rousse. Et le copain blanc dit, mais non, moi, non. Parce que chez nous, la rousse incarnait presque les longs cheveux de feu qu'avait cette femme aquatique qu'on appelle Mami Wata. Et donc, on avait comme l'impression d'aborder une femme qui... des pouvoirs magiques. Avec des pouvoirs magiques, qui avait l'auréole de lumière dans ce sens. Et à l'intérieur même aussi de nos propres sociétés, il y aura toujours, auprès de beaucoup d'Africains, la préférence plutôt à une femme plus claire ou à un homme plus clair. Donc, il aurait plus... Nous, quand on était jeunes, avec cette couleur que j'ai là, on n'avait pas la chance avec quelqu'un qui avait une couleur plus claire, parce qu'on se dit il se rapprochait plus de la civilisation que ce monsieur qui n'a pas cessé qui est resté au stade même de l'immobilité de notre civilisation. Donc c'est un peu cette sorte de confrontation des communautés qui se trouvent là. Et c'est même d'ailleurs ce qui se retrouve aujourd'hui dans l'actualité. Les guerres, les confrontations qui sont sur le plan international sont parfois des éléments qui parlent de la marginalisation des uns au profit des autres. Vous qui enseignez la littérature francophone aux États-Unis, est-ce qu'il y a, disons... sinon un mantra, du moins une sorte de mot d'ordre ou de phrase, quelque chose que vous dites en introduction à vos élèves dans la manière d'aborder la littérature. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Quel est le biais par lequel vous les invitez à s'intéresser à la littérature? Parce que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure de cette littérature européenne de vieux morts blancs écrivains. Vous avez aujourd'hui la possibilité, vous, d'être moteur d'apprentissage pour des plus jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis qu'il ne faut pas vivre en se disant que si on est noir, c'est fini, notre destin a été tracé et que nous ne mangerons pas à la table même de l'universalité. Moi, je l'ai déjà écrit, que ce soit dans Le sanglot de l'homme noir, dans beaucoup de livres, dans les cours que je faisais au Collège de France. C'est que on a souvent tendance à se négliger nous-mêmes. Ce que je dis à ces jeunes, si vous avez un talent qui va être utile à un bon nombre de gens ou qui va rendre la vie d'un bon nombre de gens moins lourde que d'habitude, vous n'êtes plus un écrivain d'un tel endroit. Vous appartenez désormais à cet espace imaginaire dans lequel nous avons formé une famille, qu'on soit Fuenquinos, Houellebecq, etc., nous avons tous les mêmes... La création, c'est ça. Ce que je ressens, c'est ce que ressent un écrivain chinois ou un écrivain péruvien. Donc, je leur donne plutôt l'enthousiasme. Évidemment, quand j'enseigne la littérature aux Américains, parfois, certains n'ont jamais entendu parler de cette littérature. Ça veut dire qu'il faut que je reparte vers les bases. Je leur explique pourquoi il y a une littérature africaine. La littérature africaine avant, ce n'était pas les Noirs qui l'écrivaient, c'était les Blancs qui écrivaient parce qu'ils avaient fait les conquêtes, et on appelait la littérature coloniale. Et même à l'époque-là, quand on disait écrivain africain, c'est en fait un écrivain blanc qui vit dans les colonies et qui écrit sur les colonies, puisqu'il n'y avait pas la littérature africaine officielle là-dessus. Et donc, ceux-là, ces Blancs, quand ils arrivaient en France avec leurs livres, leurs collègues français étaient un peu jaloux. Ils disaient « Les Africains viennent encore nous fatiguer avec leurs histoires de léopards ». Donc, il y avait toujours... voilà. Et c'est comme ça que je commence à enseigner, toujours sous le ton de cette plaisanterie, parce que c'est tellement des sujets très pointus, mais il faut mettre une certaine élégance dans l'humour, dans les films. C'est pédagogique. Et c'est pour ça que ces classes-là, les gens viennent non pas que pour la littérature, mais pour la connaissance aussi de la littérature africaine. Puisqu'on parle de base, est-ce qu'il y a quelques textes, justement, qui sont
qui forment cette base, pas chronologique justement, mais voilà, prenez un bouquet de livres qui vous fera une base avec une vraie vision de la littérature francophone et pas par le bout de la lorgnette. Oui, eh ben, à ce moment-là, parce que cette littérature africaine, pratiquement, elle a commencé vraiment à éclater à partir des années 20 seulement. Hein. Donc, et après, vers les années 50, ça a eu beaucoup plus d'impact, notamment avec des livres que je recommande toujours, L'Enfant Noir de Camara Lai. J'étais enfant, je jouais près de la case de mon père. Quel âge j'avais? 5 ou 6 ans, je n'en sais rien. Tout à coup, mon attention fait attirée par la reptation d'un serpent noir. Et là, vous plantez déjà le décor des croyances africaines. C'est-à-dire que les animaux ont une âme. Les animaux sont nos ancêtres qui étaient morts, mais qui sont revenus sous une autre forme de vie. C'est pour ça qu'il y a un certain type d'animaux qu'on ne peut pas manger et les autres, bon, on peut le faire. Si par exemple le totem de votre famille, c'est-à-dire l'animal qui est censé incarner votre famille, représenter votre famille, c'est le lièvre, interdiction totale de manger le lièvre. Vous mangez le lièvre, la prochaine année, préparez déjà votre cimetière. C'est du cannibalisme, en fait, en quelque sorte. C'est du cannibalisme. On se mange par soi-même. Voilà. C'est un peu ce que j'avais essayé d'illustrer dans Mémoire de porc-épic. J'évoquais les 55 chapitres. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces chapitres? On peut dire, d'ores et déjà, on se rend compte assez vite en avançant dans la lecture qu'il y a des titres de livres. Certes, la plupart, on les connaît, il y en a qu'on ne connaît pas forcément. En quoi consiste ce mécanisme narratif? C'est un mécanisme qui vient au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est aussi dire que ces livres, c'est aussi un livre que j'utilise pour continuer à rendre hommage à la littérature. Comment c'est grand, qu'ils soient comme les Marquez, les Quignard, tous ces écrivains, les Hemingway que j'ai adorés, les Sonny Laboutansi, les Amadou Kourouma, les Ferdinand Oyono, comment tous ces écrivains m'ont formé. Mais quand je suis en train d'écrire un livre qui parle aussi des livres, parce que Ramsès c'est un grand lecteur, puisque les 55 chapitres, comme on le sait, vont être les 55 livres que Ramsès va donner à Berado et dit, quand tu rentreras en prison, tu lis ces 55 livres et tu écris ton livre, et c'est le livre qu'il a écrit. Et pour rendre hommage au réceptionniste, le titre Ramsès de Paris. Et c'est des récits en gigogne, en poupée matrioshka, je pourrais dire. Vous savez, ces petites poupées en bois qu'on ouvre à l'infini, parce que non seulement il y a des récits dans les récits, non seulement chacun porte en lui un récit, mais les chapitres eux-mêmes sont des livres entiers qui viennent accompagner finalement la lecture. Et en quelque sorte, j'imagine que vous avez aussi le secret espoir que si on ne les a pas lus, on va les lire, et si on les a déjà lus, on les relira. C'est pour ça que la fin du livre, c'est une fausse table de matière où on dit, voilà, on vous donne la table de matière de livres que Ramsès avait offert à Berado. Voilà, comme ça, on le cite. On ne le cite pas forcément, on cite seulement les chapitres dans ce sens-là. Donc c'est l'espoir aussi de se dire qu'on va les lire, ces livres, parce que ça fait partie du patrimoine. Et puis, pour moi, c'est la continuité. Comme je dis souvent, j'ai toujours tendance à écrire des triptyques ou 3 livres qui vont avoir un destin même de l'écriture pareil. Et donc, les 3, par exemple, vous prenez Ramsès de Paris, vous reculez vers Cassé, Mémoire de porc-épic, ça forme comme une sorte de diptyque dans la forme de l'écriture. Mais par la suite, vous avez aussi d'autres livres sur l'immigration comme les Black Bazaar, c'est autre chose, c'est une observation personnelle. Vous l'avez lu, Ramsès de Paris Je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. C'est très très bien. Et c'est publié aux éditions du Seuil. On va vous retrouver dans un instant dans le foyer, puisqu'on a une librairie à l'entrée. Vous pourrez vous faire dédicacer le livre. Je voudrais vous remercier infiniment, Alain Maban, pour merci beaucoup. Échange. Et vous remercier tous. Et voilà. On vous retrouve tout de suite. Et merci à Berado.